Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à DIRTV HD Pointe-Noire. C'est l'heure de notre journal rétro de la semaine, journal dominé par le gros plan de la passerelle sur la rivière Tikobo à Pointe-Noire de l'arrondissement 1 Lumumba, l'inondation du bloc administratif de l'hôpital général de Dolisie par les eaux de la Congolaise des eaux, puis en tourisme nous parlerons de l'accostage du navire SH Vega à Pointe-Noire. Bienvenue à tous. Ce samedi 8 avril 2023, le personnel de l'hôpital général de Dolisie avec à sa tête le directeur général de cette structure hospitalière, Maurice Mebanga Popolo, a entrepris une vaste opération de salubrité, question de rattraper l'opération manquée le samedi 1er, alors premier samedi du mois d'avril. Le personnel, tous sexes confondus, a répondu massivement présent à l'invite de sa hiérarchie pour rendre salubre ce cadre hospitalier beaucoup sollicité par les populations du Niari et des départements environnants. Le matériel aratoire disposé a permis aux agents de l'hôpital de mettre de la propreté dans leur cadre de travail, comme l'a toujours voulu leur directeur général. Notre DG nous demande toujours d'être à jour de tout ce que décide le gouvernement. Voilà pourquoi nous sommes ici pour la salubrité, pour pouvoir un peu rendre l'hôpital propre, pour que l'hôpital soit vraiment assaini. Nous sommes des citoyens congolais, nous devons respecter et mettre en pratique ce que le chef de l'État nous demande de faire. Voilà pourquoi on est là avec notre DG et tous les infirmières de l'hôpital, les assistants, les médecins et tout. Nous sommes là avec nos balais en main et les houes pour bien nettoyer notre centre. C'est pour nous une victoire passée pour encourager l'action du chef de l'État et ensuite aussi le gouvernement appliquer ces lois. Ça permet aussi de raviver, on va dire, les relations entre agents de la même structure, si vous voulez. Et puis bon, ça nous permet de faire aussi un tout petit peu du sport. C'est une très bonne initiative. Je pense que si tout le monde pouvait faire cela, ça permettrait de garder les locaux propres. Chaque samedi, comme de coutume, nous avons l'habitude de faire la propreté au sein de notre établissement. Vu que le premier samedi passé, notre DG était absent de la ville, voilà pourquoi on a reporté ça en ce jour. Et voilà la raison pour laquelle on est là. Maintenant, l'hôpital, c'est un milieu qui doit tout d'abord être propre, parce que la propreté, elle chasse les maladies. L'hôpital général de Dolisie fait de la directive gouvernementale sur la salubrité une tradition. C'est une règle et nous n'avons qu'à l'observer. Ici, je pense que les gens ont compris qu'à Dolisie, l'hôpital général a pu installer comme tradition la mise en œuvre de cette directive. Tous les premiers samedis du mois, nous travaillons avec tout le personnel et même l'adhésion est totale. Tout le personnel a compris que ce n'est pas l'affaire du DG. Le premier samedi, normalement, c'était le samedi dernier. Mais comme nous, on avait un séminaire à Brazzaville, nous étions au Grand Hôtel de Kintele, on n'a pas pu parce qu'ici, il faut aussi souligner une chose. Quand je ne suis pas là, personnellement, obligé de dire je, quand je ne suis pas là, ça ne marche pas puisque je n'ai pas de collaborateurs qui peuvent assurer la chaîne de commandement. Et naturellement, il faut que je sois donc là. Donc, dans l'intermédiaire du temps, jusqu'à ce que j'ai des collaborateurs, des directeurs divisionnaires, je ne peux qu'être là moi-même. J'ai demandé que l'on fasse un report de cette opération. Et donc voilà pourquoi ce samedi nous travaillons, mais c'est dans le cadre de cette opération du premier samedi du mois. La verdure et le jardin entretenu de l'hôpital général de Dolisie augurent un climat sain et rassure les patients en visite ou hospitalisés dans ce grand centre hospitalier du département du Niari situé au cœur de Montfleury dans le quartier Tila. La passerelle reliant le quartier SIC Grand Marché et le camp 31G 1968, construite en 2012 par la Fondation Michel Potignon-Gondo, réhabilitée en juillet 2022 par Louis-Gabriel Missatou, député de la circonscription électorale de Lumumba 1, résiste à l'âge du temps malgré les passages réguliers de ses usagers. Ici, le bas blesse lorsqu'à la rentrée et à la sortie de cet ouvrage est rassemblée aux abords une poubelle dégageant des odeurs nauséabondes. Depuis qu'on avait arrangé le pont là, vraiment nous sommes contents. Parce qu'avant qu'on puisse arranger le pont là, vraiment c'était grave. Quand il y a la pluie, on ne peut pas marcher. Mais maintenant là, quand il pleut, on marche convenablement.
Tout ce secteur, c'est moi qui nettoie, c'est moi qui fais la propriété de ce territoire. Normalement, j'avais interdit qu'on puisse jeter les ordures dans ce passerelle, puisque quand il y a la pluie, quand ils jettent les ordures, ça rentre dans la canalisation. Je demande à tout le monde qui m'écoute qu'ils ne puissent plus jeter leurs ordures dans la rive. 24 heures sur 24 heures, les gens passent. Non, il n'y a pas les menaces en tout cas. À cœur joie, certains usagers de cette passerelle traduisent leurs sentiments auprès des autorités locales. On emprunte souvent ce pont pour aller à l'école plus rapidement, mais si on n'avait pas, ça devait être vraiment désastreux pour les élèves et pour les mamans qui vont au marché. On pourra demander si on peut désherber ou améliorer cet endroit. Lorsque ça s'inonde, on ne peut pas passer, même sur le pont. Donc on est obligé de contourner pour aller à l'école. Jeter les ordures là où il y a des gens qui passent, c'est pas trop bien. Il y a les bacs à ordures à Verda, il doit aller jeter là-bas. Regardez dans les conditions auxquelles nous nous sommes confrontés. Déjà imaginez cette mare d'eau là, ok? Donc il y a des dangers ici, on peut avoir des serpents, on peut avoir d'autres même des maladies. Donc c'est pas la joie de passer sur cette passerelle. Les autorités doivent penser à ménager. Cette passerelle d'intérêt public, construite dans cette zone marécageuse, mérite un entretien pérenne des populations bénéficiaires, au lieu d'attendre toujours un éternel recommencement des bienfaiteurs. Il est 12h45, nous sommes postés sur l'avenue Jacques Opango, à la hauteur de la station Essence, avant son intersection avec l'avenue Jean-Félix Tukaya, pour observer à cette heure de pointe de la journée cet embouteillage récurrent sur le tronçon de cette voirie urbaine. Un embouteillage monstre donnant du vertige à chaque conducteur de véhicule pour se frayer un passage en vue d'atteindre le carrefour des deux lycées. Malgré la dextérité des agents de police routière, cet embouteillage tentaculaire laisse perplexe le piéton. Mais l'embouteillage, c'est dû au manque de feu dans la ville. Le grand problème, c'est celui-là. Le manque de feu, le mauvais état des routes, c'est ce qui crée les embouteillages. Parce que s'il y a des nids d'eau, il y a des grands trous sur les avenues, les voitures, on ne peut pas rouler normalement. C'est normal qu'il y ait les embouteillages. Il faut que les autorités de la ville puissent voir la situation. Je pense que ça fait au moins plus de 10 ans que Pointe-Noire n'a pas les feux de signalisation. S'il y a les feux, tout le monde s'aligne. Mais s'il n'y a pas les feux, et que la route aussi n'est pas bonne, les taximans, comme ils sont dans le besoin, ils sont obligés de fignoler, de chercher à fignoler pour aller vite. Parce que s'ils restent plus stationnés, ils vont perdre parce qu'il a un client, il va perdre peut-être 2-3 heures du temps avec un client, il va gagner quoi? Une argumentation qui devrait attirer l'attention des gestionnaires de la ville de Pointe-Noire pour réunir les conditions fluides de circulation des véhicules adaptées à la modernité du XXIe siècle. Le navire SH Vega de l'agence de voyage Aquabatour & Travel a accosté dans le cadre touristique au port autonome de Pointe-Noire mercredi 5 avril 2023. Pour l'accueil de cette merveille touristique, la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, Lydie Pongo, a fait le déplacement question d'exprimer sa détermination au développement de ce secteur classé dans le 4e pilier du programme national de développement. À 7h12, lorsque ce luxuriant navire est aperçu dans l'océan Atlantique, la cérémonie peut ainsi démarrer. Aquabatour existe depuis 2019. La découverte du Congo à travers le circuit touristique est l'un des objectifs que s'est fixé cette agence de voyage créée par un Congolais, a précisé son directeur général dans son mot de circonstance. Ce géant touristique de mer a une capacité d'accueil de 250 personnes. Il dispose des chambres, des ascenseurs, des suites de luxe, des salles de réunion, de cinéma et de banquets. Lydie Pongo, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, a signifié que l'arrivée de ce navire marque une nouvelle ère dans l'histoire du Congo. L'arrivée du navire du croisière SH Vega inaugure une nouvelle ère dans l'histoire du tourisme de notre pays. Une catégorie de visiteurs s'ajoute aux statistiques des touristes qui séjournent dans notre pays.
j'ai cité les croisiéristes. Le concept de tourisme de croisière est maintenant une réalité en République du Congo. La République du Congo, dans sa politique de diversification de l'économie, a pris l'option du développement du secteur du tourisme. Exprimé dans la vision de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, à travers son projet de société Ensemble poursuivant la marche, matérialisé par le plan national de développement 2022-2026, qui en a fait le 4e pilier. La visite du navire a permis aux invités de contempler la beauté de ce bateau de croisière d'expédition. Pour la promotion de sa destination, la République du Congo peut compter sur les touristes. 3 jours, voilà la période que passera ce navire au Congo, lequel a permis aux touristes de découvrir le potentiel de Konkwati dans le département du Kwilu à travers sa faune et sa flore. Plus rien ne va entre les autorités départementales du Niari, appliquant les directives du plan de résilience du gouvernement de la République sur la baisse des prix des produits alimentaires sur le marché, avec les grossistes des chambres froides et boucheries de la ville de Dolisie. Un bras de fer menaçant le panier de la ménagère qui frise à un incivisme commercial, bafouant l'autorité de l'État dans ce département. Un constat d'une flambée de prix suscitant le cri de cœur des revendeurs. Ils n'ont pas diminué, c'est juste des stratégies en train de faire. Vraiment, le panier de la ménagère, ça devient terrible. On ne sait pas quoi faire, par où commencer. Bon, ici à Dolisie, normalement, depuis que l'État congolais a pris un engagement pour le problème de prix. Mais vraiment, jusqu'à aujourd'hui, rien ne marche. Je crois que c'est le pire encore même. Quand vous arrivez même à la chambre froide, dans le tableau d'abord, affiché d'abord une manière et des prix différents. Et quand tu arrives à la caisse, on te donne encore de notre prix. Et dans le prix là, tu peux acheter. On ne peut pas jamais te remettre la facture. Une situation qui ne laisse pas de marbre le président des consommateurs congolais du Niari et certains cadres des services de répression et de la fraude. Ce qui est mauvais, c'est l'irrespect que certains commerçants ont vis-à-vis des autorités. Ils sont irrespectueux parce que ce sont des notes, des arrêtés qui ont été signés depuis juin. Jusqu'aujourd'hui, le 22 décembre aussi, une note, un arrêté a été signé. Il suffisait aux gens de se mettre au pas et qu'un préfet descende, demander aux gens de respecter un décret, que les gens ferment les magasins. Bon, vraiment irrespectueusement, là moi je trouve que c'est pas normal. Le gouvernement a bien fait, mais sauf que du côté des commerçants, il y a un bras de fer qui ne dit pas son nom. Et certaines autorités administratives sont descendues sur le marché pour constater l'application effective des prix édictés par le gouvernement de la République. Nous sommes des partenaires des pouvoirs publics. Nous sommes la société civile, mais il faut aider l'État. Il y a eu le plan de résilience où l'État a pris l'engagement de supporter les frais de douane et des taxes pour que les importateurs des produits alimentaires de première nécessité puissent acheter moins cher et vendre moins cher. Malheureusement, c'est le contraire qui se fait depuis octobre. Vous avez suivi à l'Assemblée et au Sénat. Il y a eu des questions orales avec débat au Parlement. Et les questions au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat, on a martelé. Le Premier ministre a répondu. Et nous qui sommes des partenaires de la société civile et du gouvernement, il faut aider les populations parce que les populations souffrent. Les prix sont devenus très chers. Certes, nul n'est au-dessus de la loi, mais reconnaissons avec le sociologue Michel Crozier que l'on ne change pas une société par décret. L'école Pierre Nzoko de Mvumvu, rétrocédée à l'Église catholique par les résolutions de la Conférence nationale souveraine de 1991, réhabilitée sous l'appellation de l'école catholique conventionnelle Saint-Jean-Baptiste, créée en 1932 par le révérend père, lui, de la congrégation Saint-Esprit. Une école qui a connu le passage de 25 directeurs depuis sa création jusqu'à ce jour, supervisée par le diocèse de Pointe-Noire. À cette occasion, nous avons été accueillis par le 25e directeur de cet établissement. Avant l'école, c'était Pierre Nzoko. Maintenant, c'est Saint-Jean-Baptiste. Il y a le primaire et le collège. Et on a intensément fréquemment la matinée. Nous avons des difficultés, manque de matériel didactique. Si on peut, comme l'école est un peu vaste, si on peut nous mettre aussi le préscolaire,
ça sera aussi bien pour nous. Quand je regarde les effectifs au primaire, vraiment ça ne répond pas. Je prends aussi au collège, vraiment, en tout cas, on n'a pas assez des enfants. Je tiens vraiment les parents qui viennent vraiment envoyer les enfants ici pour que ça puisse nous permettre au moins de payer un peu des enseignants. La scolarité est payante. Au CP1, 5 625. Maintenant, au collège, 9 000 et quelques. Une école catholique déserte de ses apprenants dans le strict respect des festivités de la Pâque. Les salles sont fermées parce que nous, à l'église catholique, nous, on respecte la semaine sainte. Donc, hier et aujourd'hui, lundi comme c'est férié, on reprend seulement le mardi. À l'État et à l'Église de conjuguer des efforts pour réhabiliter cet établissement à 2 cycles scolaires qui se meurt par manque de partenariat public-privé. Hommes et femmes travaillant à l'hôpital général de Dolisie, tous regroupés pour la même cause, pour sauver les documents administratifs. Des documents administratifs immergés dans les eaux de la Congolaise des eaux, LCDE, pendant que cette structure hospitalière a passé 3 jours sans une seule goutte d'eau. Et c'est ce jeudi 6 avril 2023 que le réseau hydraulique a été rétabli. La pression des eaux a endommagé un robinet, puis a causé des fuites d'eau. Tout se passe entre minuit et 5 heures du matin. C'est l'administrateur de garde qui a constaté cette inondation. Aussitôt après, le personnel des services concernés a été appelé et rejoint par d'autres agents pour évacuer ces eaux débordantes du robinet. Il y a eu l'inondation de ce couloir suite à une fuite d'eau, parce qu'il n'y avait plus de l'eau ici qui coulait. Quand il y a eu l'arrivée de l'eau, il y avait tellement une pression énorme, une pression très forte, qui a fait sauter le robinet qui se trouve dans l'utilité là. Et c'est ce qui a occasionné l'inondation d'eau dans tous les bureaux qui se trouvent dans la direction générale ici. Vraiment, on va demander aux agents de fournir d'autres pièces, parce que là, on ne peut plus récupérer ça. C'était vraiment dans l'eau. Le directeur général de l'hôpital général de Dolisie, après constat, a procédé à la visite de sa structure, question de rassurer son personnel. Au nombre des documents tombés dans le coût des eaux, des notes de service, des contrats, des notes d'affectation, bref, des documents d'archives. Depuis 48 heures, il n'y avait pas d'eau à l'hôpital. Et l'eau est arrivée cette nuit, je crois, autour de minuit. Et l'eau arrive, souvent c'est avec une pression très très forte. Et puis cet hôpital, comme vous le savez, il y a déjà des dispositifs qui ont mis du temps. Et la plupart des robinets pètent seuls. On ne les change que ponctuellement là où ça a pété. Et dans la pièce, juste après le bureau de madame l'agent comptable, eh bien, ce robinet là-bas a pété la nuit. Et ça a occasionné une certaine inondation qui ne se dit pas de nom. Donc l'eau dans ce couloir qui abrite les services administratifs, l'eau est montée jusqu'à plus de 5 cm. Donc il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Et ce n'est qu'à 4h30 que l'administrateur de garde a constaté, jusqu'à se mettre à appeler ceux qui avaient certaines clés, certains bureaux qui viennent ouvrir. Et donc depuis 5 heures du matin, l'hôpital est en chantier. C'est maintenant, vous voyez, il est 9 heures. Nous, on commence habituellement le travail ici à 7h00. Mais aujourd'hui, c'est maintenant que les gens s'asseyent. Donc il y a eu une perturbation, surtout de ce côté administratif, jusqu'à presque vers la pharmacie, le grand hall. Alors c'était tout un déluge là-bas. Les services respectivement concernés vont se mettre, vont s'atteler à regarder. Je disais bien déjà que, vous voyez, en 2023, généralement, on refait un peu, on compulse les papiers qui sont en surface, on les classe. C'est ce travail qui se fait depuis ce début de semaine. Et malheureusement, c'est là où l'eau arrive, et puis c'est une coïncidence malheureuse. Je crois que beaucoup de dossiers sont affectés. L'hôpital général de Dolisie est actuellement en chantier pour se donner une cure de jouvence. La Société Nouvelle des Bois Imprégnés, SNBI en sigle, a réceptionné le lundi 3 avril 2023 des matériels cibles acquis sur financement de la Banque postale du Congo. La cérémonie de réception s'est tenue à l'usine de cette société à Ngonji, dans le département du Kwilu.
Cette cérémonie rehaussée par la présence du président du conseil d'administration de la SNBI a connu la participation du directeur général de la Banque postale du Congo, Calixte Tabangoli, et de Jean-Rufin Ombumbu, administrateur général de la SNBI. Toutes dispositions protocolaires bien prises, le premier orateur de la cérémonie a fait succinctement le rappel historique de cette société partant du projet antérieur de l'État congolais. Il y a quelques années, le gouvernement congolais avait un projet, dans son premier plan quinquennal, avait un projet de construction de l'usine à pâte à papier. Et le glissement de ce projet-là a donné naissance d'un projet alternatif qui est celui de fabrication des poteaux bois. Depuis près de 35 ans que cette usine-là est en train de desservir le besoin national et sous-régional en poteaux bois. Nous avons connu des difficultés et qui ont failli même emporter cet investissement qui au départ a coûté à l'État, aux actionnaires, 1,196 milliard qui devait partir en fumée. Et aujourd'hui, cet investissement reprend son élan grâce au soutien de la Banque postale, une banque congolaise. Pour rafraîchir la mémoire des invités, l'administrateur général adjoint de la SNBI, Jean-Pierre Bati, a sommairement présenté la société. La SNBI a une capacité de production de 100 000 poteaux. La SNBI tire sa ressource sur deux essences, qui sont le pin et l'eucalyptus. Mais nous nous sommes beaucoup plus focalisés sur l'eucalyptus parce que c'est d'abord le bois qui est à notre portée. Au départ, avant que UAIC, EFC, ECO ne passent, nous étions à 50 000 hectares. Aujourd'hui, avec la dévastation, la ville qui s'agrandit, nous sommes autour de 35 à 40 000 hectares. Juste après la visite guidée des installations, le directeur général de la Banque postale du Congo a symboliquement remis le matériel à l'administrateur général de la SNBI. Monsieur le directeur général, j'ai l'immense plaisir de vous remettre les clés des moyens roulants qui vont constituer un nouveau départ pour cette société nationale. Faites-en bon usage. Merci. Cette société a mérité d'être accompagnée. Nous sommes là devant une entreprise à très fort potentiel. Nous venons de nous en rendre compte à travers la visite que nous venons d'effectuer. Il y a là, je pense, quelque chose à faire. Vous avez une direction générale très dynamique, vous avez un personnel qui est, et on l'a vu tout à l'heure, c'est très technique et très bien formé. Et nous avons derrière surtout une demande. Et donc, quand tout cela est réuni, il y a une volonté de management, il y a des équipes soudées derrière, il y a l'expertise et l'expérience des dirigeants. Nous ne pouvons qu'accompagner ce genre de financement. Nous allons d'abord examiner les conditions dans lesquelles ce financement sera utilisé. Nous serons très vigilants sur cette question-là. Et nous avons promis tout à l'heure que si tout se passait très bien à l'avenir, nous comptons revenir pour des investissements sur le matériel qui est quand même assez vétuste, assez ancien, pour renouveler ce matériel. Actuellement, la SNBI est en pourparlers avec le gouvernement de la République en vue de la signature d'un bail amphithéotique pour garantir la pérennité du bois.